Bonsoir, hein, et puis bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 7e art dans tous ses états. Hein. On va aborder l'évolution du cinéma sur sur plus de 30 ans. Un petit peu, ça va être plutôt un débat entre passionnés, hein, vu que maintenant on se connaît bien, pour voir un peu comment on a vécu la transition de décennie en décennie, quasiment, hein, c'est ça hein, le but. Hein. Et puis, on vous a fait aussi par tranche une sélection de 5 films qui nous parlent vraiment de cette époque-là, de l'époque citée. C'est souvent des tranches d'âge de 10 ans. Hein. Bon, bah forcément, ça n'a pas forcément été évident de faire les tops, hein, parce que vu qu'on est tous cinéphiles accomplis, c'est compliqué, on en a vu hein, des films. Hein. Donc voilà, donc ce soir, j'ai avec moi Clémence, hein, comme d'habitude, hein, toujours collé à mon épaule. Salut. Donc le retour de Boris. Bonsoir, bonsoir. Et mon petit Fabrice qui est là comme d'habitude, hein, et puis moi-même, hein, Jérôme, hein, maintenant vous nous connaissez bien. Hein. Donc voilà. Je veux juste couper 2 petites minutes. Je veux juste dire que c'est un format vidéo, mais qui sera aussi en format podcast, qui sera disponible sur toutes les plateformes, hein, comme d'hab. Donc on n'hésite pas à partager, à liker, hein, ça fait toujours plaisir. Et voilà. Donc, tu prends les devants, toi. Parce qu'en fait, enfin, ça va être compliqué. La vidéo va être super longue et je sais pas si tout le monde ira au bout. Il pourrait que la vidéo soit longue cette fois-ci, voire même peut-être un petit peu plus que ce qu'on fait d'habitude. Mais bon, le sujet est intéressant. Ça parlera des passionnés comme nous, enfin j'espère en tout cas. Donc je voulais d'abord en première partie, vu que ça va être assez personnel, le débat, c'est qu'on évoque chacun notre tour un petit peu comment on est entré dans cette passion du cinéma. Donc, comment vous avez découvert ça comment ça vous est venu s'il y a eu un coup de cœur, s'il y a eu un déclic, si c'est venu plus tard, si c'est venu plus jeune. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça intéressant parce que on va, comme c'est nous qui allons en parler, du fait avoir peut-être la genèse va donner un petit peu de corps à nos propos, quoi. Donc, vu qu'il est de retour, je vais laisser Boris commencer. Hein. Donc, ça a été quoi tes premiers films? Comment t'en es arrivé à regarder du cinéma? Eh bien, l'accès premier au film, forcément, c'est fait par la télévision, par le biais soit de films diffusés à la télé, soit des fameuses VHS de l'époque. On parle là forcément, bon, nous on est nés dans les années 80 pour tous, je pense, hein, c'est ça? Oui, voilà. Clémence plus 90 parce que c'est 89, mais bon, voilà. On est pas à 10 ans près. Mais on est dans ces années où le magnétoscope est assez démocratisé et du coup les enregistrements à la télé, les vidéoclubs, etc. Donc on en reparlera, je pense. Donc voilà, on y a accès comme ça et puis des parents assez cinéphiles. Avec, je devais avoir peut-être 7 ans. La première fois que mes parents m'ont emmené au cinéma, c'était pour aller voir, autant commencer par le commencement, c'était une rediff de Blanche-Neige et les 7 nains de Disney. Voilà, donc commence par un ancien long métrage, mais premier et marquant. Voilà, suivront, il me semble que c'est le premier Tortue Ninja que j'ai été voir par la suite au cinéma. Et voilà comment j'ai commencé à me rendre dans les grandes salles. Alors forcément, petit, je me souviens ne pas tenir tout le film assis bien à ma place, hein, avoir été assez, pas turbulent, mais disons que voilà, j'aimais bien aller me balader, aller chercher un paquet de bonbons dans l'entrée du cinéma, me rendre aux toilettes déjà à l'époque, enfin bref. Et donc voilà, donc oui, c'était difficile entre guillemets à cet âge-là de commencer à tenir 2 heures assis bien en place. Et puis, mais voilà, très bon souvenir de ces premiers visionnages sur grand écran. Et puis après, s'en est suivi, comme je dis, les vidéoclubs, etc. Par la suite. Est-ce que tu as eu un film vraiment qui t'a fait un déclic? Un déclic sur quel plan le cinéma, c'est quelque chose qui me parle, c'est une passion. Je veux en connaître plus, je veux dévorer plus de films. Je veux
étaler ma culture là-dessus Très difficile parce que du coup j'ai toujours aimé ça quand même, donc donner un titre vraiment déclencheur, j'ai l'impression d'avoir baigné plus ou moins dedans depuis toujours, mais non, c'est ouais, à partir du moment où j'ai commencé à rentrer au cinéma, que ce soit pour voir ce fameux dessin animé ou les Tortues Ninja, et puis voilà, après on a enchaîné les salles, et puis bien plus en étant ado, et puis voilà quoi. Non, il y a rien de. Je pense que du fait que mes parents étaient assez passionnés, ça s'est transmis très facilement. Il n'y a pas eu de déclic, de déclencheur. C'est une transmission qui s'est fait fluidement comme ça. Il baignait dedans, t'as baigné dedans, du coup, ça se transmet naturellement, quoi. Bah oui, parce que mes parents ils ont des encyclopédies sur le cinéma. Mon père était abonné à l'Écran Fantastique, des choses comme ça. On a eu des abonnements même au magazine Première, etc. Donc voilà, non, mais c'est des choses à la maison, ça tournait, donc voilà, il y avait pas. Et il te met pas des gifs, ton père, quand tu lui dis que tu kiffes les Marvel Ouais, il faut aussi, mais bon, après, voilà, c'est. Je plaisante. Faut tout pour faire un monde. Exactement. Bon, ok, c'est cool, Boris, c'est bien, c'est bien. Moi, mes parents n'étaient pas trop cinéphiles. C'est plus moi qui leur ai fait connaître le cinéma. Allez, la galanterie, Clémence. Alors, moi, le cinéma, je l'ai découvert très très tard. Très 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 tard. T'as quand même vu des films à la télé, comme tout le monde. Hein. Oui, les premiers films à la télévision que j'ai dû voir, c'est le tout premier film que j'ai vu. C'était une VHS avec la première télé en noir et blanc que ma mère avait acheté, avec un magnétoscope. C'était Mary Poppins. Ouais. Donc, j'ai découvert le cinéma, enfin, la télévision avec Mary Poppins. J'avais 8 ans. Voilà, parce qu'avant, on n'avait pas de télévision. Ma grand-mère avait un vieux poste radio de l'ancienne guerre avec un tourne-disque au-dessus. Donc, en fait, on écoutait la radio et on écoutait la musique avec ça tous les jours. Et puis, un jour, ma mère est arrivée avec une télévision et puis un magnétoscope intégré. Je me rappelle, avec une grosse antenne dessus. Là, le truc était énorme. Il y avait plus l'antenne était plus grosse que la télé. Elle était en noir et blanc. Donc voilà, et donc mon premier film que j'ai vu, c'est Mary Poppins en noir et blanc. Après, on faisait pas mal les vide-greniers avec ma mère, donc j'ai pas mal acheté de VHS. Donc après, j'ai eu Le Roi Lion, enfin j'ai eu des choses comme ça, on va dire. Beaucoup de Disney. Beaucoup de Disney. J'ai baigné avec beaucoup de Disney. Après, ma grand-mère m'a fait découvrir. Ce qui explique que quand elle fait à bouffer, c'est écouter la musique en boucle, tu vois. Mais voilà, non mais voilà, j'ai pas honte de dire oui, j'écoute du Disney. Ah non, c'est pas une honte. J'écoute du Disney quand j'ai pas dit ça pour me moquer de toi. Après, j'ai découvert, comme vous savez, Louis de Funès avec ma grand-mère, donc ces films-là, pareil en VHS, simplement, les Louis de Funès. Après, des classiques, quoi. Pendant 10 ans, j'ai pas eu d'accès à la culture, j'ai pas eu d'accès à la télévision. J'avais pas de possibilité d'avoir d'accès tout court à rien du tout, ni cinéma, ni télévision, ni quoi que ce soit. Du coup, après, ça a été une redécouverte. Donc, du coup, quand j'ai eu 19 ans, parce que de l'âge de 10 à 19 ans, t'as pas eu de télé. J'ai pas eu de télé du tout. Ni accès au cinéma, ni accès à la bibliothèque, ni accès à la télé, ni accès au cinéma, ni accès à la sortie tout court. Oui, on a compris. Voilà. Oui. Et donc, j'ai redécouvert le monde du cinéma à l'âge de 19 ans. Alors, par quel biais, du coup? Par quel biais? Par le biais des films d'horreur. Ah oui, putain. Voilà, tout simplement par le biais des films d'horreur. Même moi, j'étais pas prêt. Donc, le premier film d'horreur que j'ai revu, c'était Vendredi 13. Ah oui, et puis pas genre. Voilà. Pas le truc gentil. Vendredi 13, une sortie chez des amis. C'était une soirée Halloween, on se commet des films d'horreur. Et donc, j'ai redécouvert un peu le cinéma comme ça avec les films d'horreur. Donc, on va dire qu'après, j'en ai bouffé. C'est un peu devenu ton genre de prédilection. Tout à fait. Et donc, à la suite de ça, c'est là que ça m'a amené à découvrir un petit peu tout l'univers que j'aime à la suite, par la suite, les serial killers, les choses comme ça, l'univers de l'horreur en général. Et j'ai découvert le cinéma tout simplement, voilà, j'ai une. C'est paradoxal quand on sait que tu me casses les pieds quand je mange un poulet. Non, c'est une caille, c'est pas un poulet déjà. Ah, mais c'est horrible, c'est plein de sens dégueulasse. Donc voilà. Non, mais voilà. Et après, au fur et à mesure,
avec avec mes compagnons, hein, mes anciennes relations, ont découvert aussi Ça va me fâcher, là, tu vois. le cinéma. Non, mais c'est vrai, non, mais voilà, enfin, je suis désolée, hein, c'est comme ça, on a une vie, on vit avec du monde. On a compris, c'est tes ex. Voilà, hein, avec mes anciennes relations, tout simplement découvert, je suis désolée, hein, mais quand t'as pas d'amis, quand t'as pas de vie, tu découvres le cinéma, Il faut tu s'occuper. découvres le cinéma par, N'oubliez pas la banderole, 36-15 Clémence, si vous voulez quelqu'un de fidèle, d'amical. Non, mais je suis désolée, on n'a pas tous une vie parfaite. Hein. Donc voilà, et donc oui, par le biais, de mes anciennes relations, j'ai découvert aussi le cinéma parce que ils regardaient des choses, donc ça m'a permis de redécouvrir les films d'action, les Terminator, Fast and Furious. Entre autres. Il n'y a pas que des belles choses. Hein. Bienvenue chez les ch'tis. Ouais, aussi, ouais. Mais voilà, donc ça m'a permis d'aussi découvrir. Je me moque d'elle, c'est une grande fan de science-fiction. Les Predators, les Terminators, les Aliens, Batman tout simplement aussi, hein, les films d'action en général. Et puis tout simplement maintenant, découverte du cinéma tout simplement, et puis plaisir de découvrir des films tous les jours, même avec le biais de nos vidéos, découvrir aussi des choses qu'on n'a pas découvert avant parce que j'avais pas tout à fait. pas pu voir ou pas découvert du tout cet univers. Evil Dead, c'était bien. Evil Dead, Soleil Rouge. Les Bronson. Hein. Non, Soleil Rouge, je suis désolée. Oh non, moi, justicier dans la ville, moi je retiens ça. Voilà, Soleil Rouge, c'est une belle découverte pour moi. C'est un univers que je connaissais pas du tout, un film que je connaissais pas. Donc voilà. Donc c'est comme ça que tu as redécouvert le cinéma sur le tard avec des films d'horreur. Puis après t'es venu un peu à tous les genres. C'est ça. Voilà. Et parce que de l'horreur, tu peux décliner genre sur un Alien qui est mi-film d'horreur, mi-SF. C'est un mélange des genres, quoi. Puis après, tu dis, tiens, ce film-là, c'est de la science-fiction, il est sympa, ça peut décliner sur autre genre. Par exemple, un Predator qui semi-horreur, semi-chasse à l'homme, semi-action, quoi. Ça reste un actionneur, quand même, hein, brut, hein, mais avec de l'horreur. Bon, alors maintenant, on va passer à ma victime favorite, hein, Fabrice. Vas-y. Ouais, je sais que t'es cinéphile depuis tout gamin comme moi, donc. Ouais, depuis tout gamin, enfin. Pareil, moi je veux dire que je suis un peu dans le même cas que Boris, c'est vraiment par le biais de la télévision, parce que voilà. Moi, c'était vraiment le seul moyen de voir des films ou quoi que ce soit, parce que mes parents n'allaient pas au cinéma, enfin. On avait un magnétoscope, ils achetaient des VHS, mais c'était pas forcément des films qui m'intéressaient sur le coup. Oui, que j'ai appris bien sûr à découvrir bien après. Je m'intéressais plus aux films adaptés à mon âge. Donc ils avaient acheté du De Funès, du Jim Carrey à l'époque. J'étais déjà un peu plus grand, donc. Mais mes premières grosses claques, ça a été à la télé, quoi. Entre autres des rediffs des Dents de la Mer, par exemple. Ah oui, oui. Donc, vraiment, j'avais peut-être pas forcément souvenir de ça, moi aussi. Pas forcément l'âge pour le regarder, mais mes parents m'avaient laissé le regarder avec eux, bien sûr, pour éviter les cauchemars ou quoi que ce soit. Mais bon, quand t'as peut-être 6 ou 7 ans et que tu vois ça, tu passes pas forcément une bonne nuit derrière. Ah non, je confirme. Et du coup, premier film au ciné, ça a été quoi ? Ça a été, comme je disais à Boris en off, voilà, c'est Gros Mythe avec l'école. Ouais. Donc c'était là où il va sur la Lune pour chercher du fromage, enfin je sais plus le nom. Oui, je vois lequel c'est, oui, c'est un classique. Hein. Voilà, c'est ça. Et du coup, derrière, il y avait le mauvais pantalon ou je sais pas quoi. Enfin, il y avait deux. Oui, c'était deux à la suite, oui. Ouais, 2 courts-métrages. C'était bien foutu quand même déjà à l'époque. Tout à fait. Voilà, c'est Gros Mythe, oui, référence. Ouais. Et premier vrai film en extérieur de cadre scolaire, ça a été Taxi, premier du nom, avec un pote. Ses parents nous avaient emmenés, donc voilà, moi mes parents m'emmenaient pas, donc j'ai réussi quand même à me faire inviter au cinéma pour aller voir ce qu'ils annonçaient comme une grosse claque du cinéma français à l'époque. J'avais entre 10 et 12 ans, quoi. Donc, c'est vachement tard, quoi. Oui,
Non, enfin non, parce que tu en avais vu d'autres avant. Donc... Voilà, mais au cinéma, enfin un vrai cinéma perso, oui, je trouve que c'est tard parce que, voilà, moi, j'ai pas envie de refaire l'erreur que mes parents ont fait. Oui, tu partages avec tes enfants. Voilà, du coup, moi, dès que je peux, j'emmène mes gosses au cinéma. Donc maintenant, ma grande, elle est plus en âge d'aller voir des films un peu plus adultes, donc ça devient déjà beaucoup plus intéressant pour moi. Bien sûr. Je peux même commencer à partager des films plus anciens ou à commencer à capter certaines choses. Et du coup, oui, on va revenir un petit peu aussi dans le temps. Les VHS, bah, il y avait devant, enfin dans le meuble télé, je me rappelle, il y avait la télé au-dessus, le magnétoscope juste en dessous. Il y avait le rangement des cassettes juste en dessous encore. Donc devant, tu avais les cassettes, on va dire, grand public, et derrière, les cassettes interdites, on va dire. Et moi, oui. quand mes parents, moi, dans mon vidéoclub, ils étaient derrière un rideau dans un petit vestibule avec derrière une le lumière rideau. rougeâtre super sinistre, quoi. Non, quand je te parle de vidéos interdites, c'était pas du plus 18, c'était plus les films d'horreur. Ah oui, non, moi c'était. Non, mais je parlais vraiment du vidéoclub, c'était des films de. Mais non, je te parle de chez moi. Ah oui, oui, chez toi c'était pas un vidéoclub, oui, bien sûr. Oui. Voilà, quand mes parents partaient, j'allais. Je suis parti. Grand public et j'allais chercher des films un peu interdits, dont le fameux Evil Dead, comme je vous avais parlé sur la précédente vidéo qu'on avait faite. T'avais regardé sans cachette, quoi. Voilà, donc, et puis il y en a plein comme ça. J'ai recommencé avec d'autres films, dont des trucs super sympas. Un film en particulier qui t'a marqué? Evil Dead. Evil Dead, oui, bah oui, je me doutais bien. Voilà, et puis non. J'ai posé la question par acquis de conscience, mais. Celui qui m'a réellement remis le pied à l'étrier, parce que entre ce qui se passe en VHS, à la maison, à la télé, et la vraie, enfin, le délai réel où on se retrouve à jour, je dirais, c'est Le Seigneur des Anneaux. J'ai pris une claque au cinéma avec ce film. Oui, bien sûr. Et je pense que c'est là que je me suis dit, mais ouais, le cinéma, c'est un support magnifique, quoi. Bien sûr, parce que si tu avais lu le livre avant, tu passes quand même du livre à de l'image. Puis, ah non, du tout, j'avais pas lu l'œuvre. Ça peut te procurer les mêmes sensations, voire même les décupler. Hein. Et ouais, enfin, les musiques c'est fort. Enfin, ah oui, c'est beau. Le son dans le cinéma, l'écran, enfin, voilà, il y a plein de choses. Je pense qu'on en reparlera un peu plus tard, mais voilà, c'est des choses qui marquent et qui te mettent vraiment le pied à l'étrier pour aller encore plus au cinéma, découvrir d'autres choses, des nouvelles choses, de nouveaux genres. Et voilà, donc après il y a eu le DVD, mais c'est un peu la même chose que la VHS. Et voilà, donc pour moi ce sera bon, on verra plus tard. Ouais, c'était vraiment pour ça, le premier contact que chacun a eu avec un film, le monde du cinéma en général, quoi. Ça peut être par le biais d'une VHS comme d'un film au cinéma en salle. Hein. Et toi donc, Jérôme? Bah écoutez, moi, ça n'a pas été par mes parents, puisque j'ai des parents qui sont assez réfractaires à tout, c'est-à-dire des parents qui ne sortent pas beaucoup, qui sont assez fermés d'esprit. Hein. Donc moi, bon bah comme vous le savez, enfin vous le savez, après les gens s'ils nous regardent, je ne sais pas. Enfin moi, comme vous savez, je suis autiste, hein, donc j'ai pas eu une enfance facile, on va dire, parce que déjà mes parents étaient pas très en phase avec ma maladie, ils avaient honte, hein, donc je suis resté assez seul quand j'étais gamin. Je passais beaucoup de temps soit à jouer, à dessiner, ou devant la télé. Hein. Donc mes premiers films, je les ai vus comme ça. Hein. Donc ça a été mes premiers films de télévision, ça a été des films, vous savez, les films historiques qu'on voyait gamin, quoi. Genre Les Trois Mousquetaires avec Jane Kelly, La Belle et la Bête avec Jean Marais, les westerns, comme ça. Ouais, voilà, on avait beaucoup de westerns à l'époque qui passaient, donc j'ai vu tous les Terence Hill, Bud Spencer, tous les John Wayne, les Kirk Douglas, hein, Spartacus, tout ça.
Donc vraiment des classiques old school hein, maintenant. Hein. On montrerait ça à un gamin, il ferait c'est quoi ce truc. Donc moi j'ai bercé un peu là-dedans dans les Ivanhoé, des trucs comme ça, la légende du roi Arthur, les 10 commandements. Donc c'était quand même des beaux films auxquels j'avais accès, c'était souvent sur Arte, hein, si je me souviens bien. C'était la 5 à l'époque. Ouais, la 5. Et puis en fait pendant les vacances scolaires, souvent les grandes vacances, mes parents ils partaient dans le Nord, hein, ils sont originaires de là-bas. Et puis, donc dans le Nord-Pas-de-Calais, puis on allait chez Maison, qui eux étaient cinéphiles. Hein. Donc ils bouffaient de tout. Hein. Et puis je me rappelle, moi, ma première claque, ça a été, je me rappelle, je jouais à quatre pattes hein, dans le salon chez mes oncles. Et puis mes oncles se sont mis un film, quoi. Ils se sont pas occupés si j'étais là ou pas. Puis se sont mis un film de Chambara, film de samouraï japonais. Et c'était un baby cart. Donc, moi, je me rappelle avoir joué, puis je jouais quoi, avec des voitures ou je sais plus quoi. Et puis, j'ai levé la tête au moment où il y a une grosse scène de décapitation, tu vois, avec une gerbe de sang. Et en fait, il regardait le tout dernier volet de la saga Baby Cart, qui est en 6 ou 7 films. J'ai le coffret à la maison. J'ai mis 25 ans à retrouver le coffret. Et du coup, ça m'a... c'est la scénographie. La décapitation, la tête qui roule, les gerbes de sang, la neige, super graphique, parce que c'est tiré d'un manga en fait, hein, Baby Cart, hein, un manga de Kazuo Koke et puis de Björnson, je crois, qui sont aussi qui est aussi dessinateur sur Ken le Survivant, Kutono Ken. Ça m'a scotché quoi. Puis après, je jetais un œil quand il mettait des films quoi, donc j'ai vu quelques passages de Bruce Lee, des choses comme ça. Donc c'est là que j'ai commencé à avoir un petit attrait pour les films, alors qu'avant je m'en fichais un peu. Puis à l'âge de 6 ans, je sais pas pourquoi, mon père qui faisait pas grand chose avec moi un jour me fait tiens on va aller au cinéma. Il y a un film, il y a un nouveau film qui est sorti, c'est Batman, c'est un truc avec c'est un super héros. Bon, il s'était un peu trompé hein, parce que le film était quand même assez c'est quand même assez dark, c'est quand même assez dark et puis bah là je devais avoir 6 ans, on était en 89. Et puis, ça a été une claque monumentale. Quoi. La mise en scène, les décors, les musiques, l'ambiance générale, ça m'a... comme tu disais, toi, Boris, t'avais tendance à courir partout. Moi, je suis resté scotché à mon siège. Quoi. Ça m'a vraiment fasciné et tout est parti de là. Autant la passion pour Batman que le cinéma. Donc bien sûr, après il m'en a fallu plus, hein, parce que comme je suis autiste, une fois que j'ai mis le nez dans quelque chose qui me plaît, il faut que j'en connaisse tous les tenants et les aboutissants. Donc j'ai regardé des films muets, du cinéma impressionniste, j'ai essayé de retrouver des copies de vieux documentaires des premiers films, des Frères Lumière, des choses comme ça. J'ai vraiment essayé de me documenter le plus possible sur le cinéma, quoi. C'est devenu un petit peu obsessionnel pendant quelques années, quoi. Puis après, hein, j'ai fait mes choix moi-même. Hein. On va dire que le premier film d'horreur que j'ai dû voir, comme toi, hein, gamin, mes parents, ils avaient collé FR3 à la France 3 un soir, et puis paf, les Dents de la Mer. Bam, je devais avoir 4 ans, je crois. J'ai pas bien dormi pendant un moment. Je suis tombé aussi sur un coup jeu d'enfant, le premier Chucky. Pareil, après tu flippes, hein, tu crois que tes peluches vont venir t'assassiner. Je me rappelle avoir passé une semaine à dormir sur le lit. Bon bref, tu vois, nos parents, ils étaient pas très précautionneux à l'époque, ils s'occupaient pas si t'étais là ou pas. On n'en est pas mort, hein, mais bon, je regarde quand même des mauvais souvenirs. Je me rappelle aussi d'avoir été un peu traumatisé par un Dracula avec Christopher Lee aussi. Limite, je le voyais derrière le rideau de ma chambre. Puis bon, après, je me suis découvert vraiment une passion pour, beaucoup les Burton. Hein. J'ai bouffé pas mal de Burton parce que je voulais savoir ce qu'il avait fait d'autre. Hein. Donc, et puis après, je suis surtout allé vers le fantastique ou la science-fiction. Voilà. Et puis, j'ai été au cinéma régulièrement après. Hein. Jusqu'à récemment, hein, depuis la naissance de notre petit monde, de notre petit monstre, à 3 ans, on n'y va plus trop, parce qu'on n'a plus l'occasion. Mais sinon, j'avais un pass au cinéma, j'y allais plusieurs fois par semaine, quoi. Donc, je suis resté vraiment là-dedans à fond, puis même aujourd'hui. Hein, je vais pas au cinéma, mais j'ai un abonnement VOD, donc j'ai les sorties en retard, mais dès que ça sort, je me jette dessus.
Donc voilà. Mais mes premières mois, le déclic, ça a été Batman 89, Tim Burton, Michael Keaton, Jack Nicholson. Ça a été le déclic. À double tranchant. Cinéma plus passion de Batman. Voilà. Enfin bref, donc du coup, je vous propose de passer à la première décennie, qui est 80-90. Donc ça a quand même été notre décennie de prédilection, puisque c'est là où on a tous bouffé du film à tir à l'arigot, je pense, même Clémence. Elle a dû en voir pas mal dans les années 90 à la télé, nous aussi. Donc, qu'est-ce que vous en retirez de ces années-là? Qu'est-ce que ça vous évoque? On peut parler autant de phénomènes de société, puisque les héros étaient à l'époque de la société d'avant. Ils ont changé, parce que par exemple, on va passer d'un Edward Cullen à un Rambo. On n'est plus du tout dans la même iconographie du héros. On l'iconise plus de la même façon. Donc la société fabrique aussi le cinéma, dans un certain sens. Il y a aussi la prolifération des films de genres différents, parce qu'il y a vraiment de tout à cette époque-là. Puis il y avait, moi j'ai l'impression qu'il y avait un renouvellement permanent qu'on n'a plus trop aujourd'hui. J'ai du mal à me reconnaître dans le cinéma d'aujourd'hui, de m'y retrouver un peu. Je trouve que ça tourne beaucoup en rond, parce qu'on a beaucoup de franchises, de licences qui s'étalent sur des années comme ça. On pourra en citer quelques-unes, comme Transformers, Fast and Furious, le MCU, par exemple. On bouffe 3-4 films l'année. Voilà. Est-ce que d'un film se différencie l'un de l'autre? Je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai pas l'impression, mais bon, après, ça reste personnel. C'est juste que c'est certainement pas fait pour moi. Donc, comment vous la voyez ces années 80-90? Déjà, moi, je pense que quand même dans les années 80, tu as déjà les prémices de ce genre de choses que tu dis, les sagas à rallonge et tout. Parce que dans les années 80, tu as quand même des débuts de sagas ou même des films 1, 2, 3. Dans ta mère, par exemple. Il y a eu beaucoup de trilogies, oui, c'est vrai. Donc, alors voilà, ils n'allaient pas s'étaler sur 10-15 ans, mais commençaient déjà à faire plusieurs films autour des mêmes personnages ou de la même histoire. Oui, on pourrait citer Alien, Terminator, Indiana Jones. Entre autres, les Rambo, Evil Dead. Tout à fait. Les Rambo. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment une très très belle décennie du cinéma avec du gros actionneur, de la science-fiction, en veux-tu en voilà. C'est vraiment, on va peut-être pas dire l'âge d'or, mais quasiment. Oh, j'irais pas te contredire si tu dis l'âge d'or. Je serais raccord avec toi sur l'idée. Je dirais, ouais, 80-90, c'était vraiment dans les 2 décennies où la science-fiction a pris une grosse place dans le cinéma. Oui. Avec les actionneurs, bien sûr, et l'arrivée, même s'ils sont arrivés un petit peu avant, de grosses pointures comme Schwarzenegger, Stallone, Van Damme. Ouais, ça a été les décennies des acteurs iconiques, quoi. Des mecs qui marquaient par leur gueule ou leur présence à l'écran. Voilà, pour nous en tout cas. Oui, pour nous, parce qu'on était gamins, on était assez impressionnables aussi. Des Al Pacino, t'en voyais quand même relativement souvent, De Niro. Oui. C'est vrai. Je pense que c'est vraiment, c'est une décennie qui a commencé à lancer des gros noms, des grosses franchises. Alors je sais pas, est-ce que à cette époque-là, on n'a pas commencé à lancer aussi du merchandising autour des films? Batman, par exemple, Batmania. Parce que il y a eu la Tortue-Mania avec les Tortues Ninja 90. Boris l'évoquait tout à l'heure. Moi, j'ai été une grosse victime du merchandising. Par exemple, E.T. E.T., oui. Qui a eu droit à son jeu vidéo. Je pense que c'est un des premiers films à avoir droit à son adaptation en jeu vidéo sur Atari, qui a été soi-disant considéré comme l'un des plus mauvais jeux de l'histoire. Oui. Avec l'anecdote qu'ils sont enterrés dans le désert du Nevada ou je sais pas quoi.
Les mecs, ils ont coulé du plomb par-dessus, ils ont pris le napalm, ils ont tout fait, quoi. Ouais, mais voilà, je pense que c'est un renouveau du cinéma, en fait. Ils ont lancé le merchandising, ils ont lancé des franchises, des acteurs. Je pense qu'ils ont vraiment misé sur des gueules, des choses. Et ça s'est poursuivi dans les années plus loin, quoi. On était au sortir des années 70 où, comme je disais tout à l'heure, hein, moi j'ai bouffé beaucoup de films des années 60 et 70, gamin. On avait quand même des genres qui tournaient en rond, des westerns. Souvent, westerns, policiers. Des films de justiciers, toujours, des trucs comme ça, des films historiques. Ça tournait un petit peu en rond. Hein. Alors maintenant, c'est un peu con parce que c'est un petit peu paradoxal, pas con, désolé, excusez-moi pour mon langage, un petit peu paradoxal parce que c'est justement maintenant des genres qui sont un peu en déclin. On voit plus de western, on voit plus de films historiques, ou très rarement des films. Bon, à de la vengeance, on en a encore, mais bon, maintenant les mecs sont des surhommes. Hein. On n'a qu'à prendre un John Wick, hein, par exemple. On n'est plus dans ce réalisme qu'on avait avant. Donc ouais, c'est vrai qu'avec les années 80, on a enchaîné sur d'autres genres, comme tu disais, l'émergence de la grosse SF, des gros films d'aventure. Bon, moi, c'est vrai que j'ai connu Laurence d'Arabie, j'adorais ça. Bon, Indiana Jones, c'est d'une autre stature. Donc oui, s'il y a eu un changement drastique. Et puis on est commencé aussi sur beaucoup d'adaptations de romans, de BD aussi, hein, comme tu disais, hein, avec en essayant de franchiser, bon, pas peut-être franchiser comme on le fait maintenant, parce que maintenant c'est diabolique, limite. C'est comme une pince, des serres d'aigle qui se sont agrippées au cerveau des gens. Mais oui, il y avait quand même, Indiana Jones, dans les années 80-90, en moins de 10 ans, on en a eu 3, Terminator pareil, Alien, hein, Retour vers le futur, etc., hein, des licences cultes. Hein. Il y a aussi des licences qu'on foirait, hein, par exemple les SOS Fantômes, hein, après le deuxième, c'était fini. Voilà. Donc, tout ne fonctionnait pas non plus. Hein. Le public n'était pas dupe à cette époque-là. Hein. Maintenant, bon, je me ferai peut-être la réflexion inverse. On en parlera quand ce sera cette décennie, je suppose. Ah, tout à fait. Donc, vous, je sais pas, quel souvenir vous gardez de ça? Par exemple, rien à dire, Boris? On va dire que, enfin, moi, ce que je ressens et ce que j'en ai connu, ce que j'en ai vu du cinéma de ces années-là, c'est, oui, beaucoup de films fantastiques, SF, avec, il y avait un bond sur les techniques d'images et d'effets visuels, d'effets spéciaux, etc. Encore plus dans les années 90. Et puis bon, aujourd'hui, on continue à faire ces bons-là, mais qui... On a juste à citer genre un Jurassic Park avec ses animatroniques qui même aujourd'hui... Voilà, il y a des films comme ça qui ont marqué, mais ces années-là, 80 jusqu'à 90, ont été beaucoup quand même... Il n'y avait pas tous ces effets spéciaux par ordinateur, cette imagerie de synthèse, etc. On était... Tout était vrai, tout était dans de la poupée, tout était dans du mannequin, tout était dans du plastique, dans le montage. On faisait voir certains, voilà, le maquillage. On était dans un métier du cinéma, c'était de l'artisanal, c'était des artistes, des artisans, des mecs avec de l'or dans les doigts, dans les mains, dans la cervelle. Ça existe encore, et puis bon, ceux qui font ça aujourd'hui par ordinateur ne déméritent pas, hein. Mais non, c'est pas ce que je dis du tout. Ce support des plastiques, des mousses, il y avait quelque chose de certes pas forcément beau aujourd'hui à voir, mais qui avait son charme parce que son réalisme absolu, quoi. Enfin, ce contact premier avec entre les effets spéciaux. On prend un Gremlins, le Mogwai, il est, enfin voilà, quoi, il l'a dans les mains, il l'a vraiment dans les mains. Dans tes yeux d'enfant, il paraît réel. Hein. C'est ça, mais même aujourd'hui, le ferait en image de synthèse, ça serait joli, ce serait réaliste, mais il n'aurait pas ce charme, ce côté tactile, réel. Non, puis il vieillirait peut-être aussi moins bien. Il existe, oui. Non, mais voilà, après, on peut revenir sur d'autres films comme les Tortues Ninja que je parlais tout à l'heure, quoi. Elles ont quand même quelque chose dans les années 90, un certain charme de par
leur faciès, leur latex, Par etc. contre, ça a vieilli de ouf. Et alors, ça a vieilli, mais ça a son charme du film des années 80, 90, qui aujourd'hui, avec les remakes qu'ils ont fait, c'est fondu, quoi. Ouais. tu préfères regarder ça ou le Michael Bay dégueulasse? Arrête. Ah non, on est d'accord. Je l'aime bien, mais il a pas de charme. Elles ont pas si vite, elles ont pas tellement vieilli. Moi, je trouve. Voilà. Des effets. Et maintenant, je sais pas, un autre effet, et puis puisqu'il y a eu aussi un remake, et puis que c'est à la mode maintenant de faire des costumes par image de synthèse uniquement. Robocop, par exemple. Voilà. Robocop, on sait que le mec, il est dans son armure plastique, et puis voilà. Ouais, bah, puis il est très rigide. Le rendu est beau, chose que dans le remake, bon, c'est perdu aussi. Le remake lui offre un réalisme parce que tu as pas l'impression qu'il est dans une armure ni enfermé dans quoi que ce soit. Donc il a une liberté de mouvement incroyable, mais il n'a pas cette classe, cette belle armure rutilante. Et puis peut-être aussi l'acteur aussi qui fait que. Hein, attention, aussi. Parce qu'il va falloir en parler de ça. On a quand même, on n'est plus dans la même, comment dire, on n'est plus dans la même strate d'acting aussi. Bah, Bah, je vous passe un exemple qui, moi, suis fan, à passer d'un Blade Runner avec Harrison Ford, d'un Blade Runner avec Ryan Gosling, quoi. Oui, non, mais je suis d'accord. Moi, j'ai pas aimé le mec, il dégoisse pas un sourcil, quoi. Mais t'as encore des acteurs qui valent le coup, enfin. Ah oui, tout à fait. Attention, je dénigre pas toute la profession. Tu prends un mec comme Sam Rockwell qui fait quasiment que des seconds rôles, moi j'adore. Bah, par exemple, un DiCaprio qui est encore en activité aujourd'hui, voilà, ça reste un ténor. Enfin, c'est des acteurs qui ont commencé quelques années avant, mais bon. Alors, par contre, maintenant, tu as quand même, on va dire, les grosses stars des années 80, elles sont quand même beaucoup sur le déclin. Beaucoup has-been, oui. Par exemple, mon chouchou Nicolas Cage. J'aimerais toujours Nicolas Cage, quoi, parce que ces films m'ont fait vibrer des cordes sensibles, quoi. Le John Woo, le volte-face, c'est totalement, c'est entre le nawak et puis parce que le scénario, il est totalement n'importe quoi, hein. Les mecs, ils échangent leur visage, mais il est tellement classieux, ça part dans tous les sens, les acteurs sont tellement barrés dedans. Nicolas Cage, il joue tellement bien la folie, quoi. Le mec complètement pété du casque. En Castor 3, il est énorme, quoi. Voilà, donc la Cité des Anges, hein, Nicolas Cage, hein, Family Man, hein, moi je regarde le film, je chiale. Bon, bah, voilà, j'en ai des putains de bons souvenirs de cet acteur-là, donc moi ça me fait plaisir quand à côté il nous refait encore quelques pépites, même en vidéo, en direct ou toute vidéo, quoi. Mais ouais, j'ai l'impression que dans les années 80, t'as quand même les réals, les scénaristes essayaient moins de faire d'essayer de passer moins de messages politiques, humanistes que maintenant, quoi. C'est un peu ça. C'est que, comme je disais tout à l'heure, le cinéma est à l'image de la société et aujourd'hui, on nous impose un cahier des charges, on avait une liberté d'expression. D'ailleurs, hein, si vous êtes cinéphile comme moi, vous le savez très bien. Par exemple, vous ne reverrez jamais un film de John McTiernan. Il refuse totalement de de refaire du cinéma aux États-Unis. Il ne veut plus. Verhoeven, c'est fini. Il y a Polanski, il y a eu des histoires d'agressions sexuelles qui sont devenues très à la mode, prouvées ou pas, ça c'est pas à moi de débattre de ce sujet-là, c'est trop houleux, je veux pas m'en mêler. Bon, enfin bref, il y a des réalisateurs comme ça qui refusent totalement de refaire des films avec les moyens qu'ils avaient à l'époque au cinéma, hein. Par exemple, un David Fincher aujourd'hui a décidé de se tourner vers Netflix plutôt que de travailler avec Hollywood parce qu'il en a marre. On lui pose une liste de doléances, bon, pas qu'il se leurre pas, hein. Netflix va lui coller aussi, hein. Peut-être un peu moins. On lui colle un cahier des charges, pas possible, il peut plus faire son film, le mec. Peut-être un peu moins, après, à voir. Peut-être un peu moins, tout dépend de l'idée, je sais pas. Après, je travaille pas chez Netflix, hein, mais, non, mais après, quand tu fais venir. J'en vois quand même des films mexicains, je vois bien qu'on est quand même dans une codification du cinéma. Hein. Par exemple, aujourd'hui, tiens, Boris évoquait Robocop, excuse-moi de te couper, hein. J'enchaîne tant que j'ai l'idée en tête. Je pense pas qu'on pourrait revoir, par exemple, la scène de meurtre d'Alex Murphy aujourd'hui, parce qu'elle est d'une violence viscérale et brute. Ah, c'est violent.
On pourrait pas aujourd'hui te remontrer ça dans un cinéma. Alors, C'est Peggy 13 et le film ne fait pas d'entrée. Et pas Peggy 13, hein, c'est Peggy 16 hein, à ce niveau-là. Oui. Un démembrement. Ouais, bah il se fait tout arracher, quoi. Donc je pense que bon. C'était viscéral, comme tu dis. Nous, on était quand même habitués à une certaine violence, hein, aussi, hein, qui a peut-être plus maintenant. C'est vrai que ouais, Robocop, j'ai dû le voir, j'avais quoi? J'avais 8-9 ans, peut-être 10 ans, grand max, quoi. J'avais une dizaine d'années, ouais. Tout comme toi. Après, je sais pas si Clémence les a connus, ces films-là, quand tu étais petite. Non, pas du tout. Toi, ça s'est cantonné vraiment du dessin animé quand tu étais gamine. C'est ça. Donc les années 90-80, les films qu'on évoque te parlent pas trop, en fait. Du tout. Tu les as découverts sur le tard. Quand j'avais 19 ans. D'accord. Elle a redécouvert du cinéma quand j'avais 19 ans. Donc t'as pas ce regard d'époque que nous on va avoir. Non, par contre, ce que je peux peut-être simplement dire, c'est que à l'époque, il y avait une Enfin, liberté. tu peux avoir une analyse de fond en arrière-plan. Hein. Il y avait, je pense, dans les films des années 80-90, il y avait une liberté d'expression dans les films qu'on peut plus se permettre d'avoir maintenant. Par exemple, dans les films des années 80-90, la mégère de 30 ans avec ses bigoudis, son tablier derrière la cuisine, ouais, c'est cliché, oui. qui s'occupe des enfants, le mari qui part au travail, qui revient, qui prend la bière, qui se gratte les cocognettes devant la télévision. Marié 2 enfants, quoi. Ça, cette liberté-là, maintenant, dans les films de notre époque à nous, elle est plus vraiment autorisée. Tu montreras cette image-là de la femme, je pense que ça chierait. Je pense que même le ton de l'humour était complètement différent. On s'autorisait à rigoler sur des choses qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus possible. Quoi. Attention, moi je suis pas. Rabbi Jacob, par exemple, comme on en parlait. Oui, bah oui, moi, je pense plutôt que moi, les films 80-90, moi, c'est cette liberté d'expression, en fait. Moi, c'est une liberté, en fait. Ça, c'est une liberté d'expression qui te manque ou justement tu trouves qu'on peut l'avoir avec une certaine limite Est-ce que tu trouves qu'à cette époque-là, c'était trop? Moi, ça me semblait pas trop. Non, ça me semblait pas trop. J'étais un enfant à l'époque. Hein, je voyais peut-être pas le monde avec mes yeux d'aujourd'hui. Hein. Par exemple, j'ai pas tellement changé au final. Parce que je suis tout bête, hein, le film. Je suis pas comme tout le monde. Le film avec Eddie Murphy, Un prince à New York. Il est extrêmement cliché sur les méchants. Voilà, c'est des films comme ça que, à l'heure d'aujourd'hui, on peut plus se permettre de rigoler. Les vannes ou les punchlines de cette époque-là sont plus autorisées, entre guillemets, au cinéma d'aujourd'hui. Et oui, je trouve ça bête d'avoir c'est vrai qu'il y avait mis cette censure à l'heure d'aujourd'hui, alors qu'à l'époque, ça passait tellement bien. Il y avait un art de l'écriture assez cynique aussi. Genre, tu prends un Predator, il se balance des vannes à la gueule, les mecs. Tu vas prendre le duo McClane avec Zeus dans Die Hard. L'arme fatale, enfin tu vois, les mecs sont très amis, mais alors ils s'en foutent littéralement plein de coco quand ils peuvent. Hein. Il y a un espèce de cynisme, une critique de la société, un regard acerbe sur ce qui les entoure. On sent quand même que même si on faisait un actionnaire en toile de fond, on essayait de dénoncer des choses. Par exemple, on va prendre le cas Rambo, The First Blood, qui quand même, sous l'aspect d'un film d'action assez classique, va quand même te montrer vraiment vers la fin du film, enfin non, c'est un peu faux ce que je dis. Il se distille tout du long, traumatisme du mec qui revient du Vietnam, quoi. Mais on est quand même parti sur une base d'un actionneur pour pas perdre le public, quoi. Le propos est quand même là, et je trouve que le propos il est quand même fort. Hein. Parce que t'as quand même cette montagne de muscles qui t'a fait la guerre à toute une ville, qui se met à chialer comme un gosse à la fin, puis il est touchant, quoi. Je dirais que le premier Rambo est pas tout à fait un actionneur, mais plutôt une chasse à l'homme, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, enfin, ça reste quand même un film d'action, quand même. Mais, oui. Mais c'est pas le gros actionneur comme Rambo 2. Ou comme on est plus du tout dans le même truc. Je suis bien d'accord avec toi. Par exemple, voilà, on va prendre le cas de Robocop, la dénonciation de l'Amérique totalitaire, mais cachée sous un puritanisme latent, elle est quand même là, avec cette ville de Détroit corrompue, des gratte-ciel, des buildings, on avait beaucoup ça. Hein. D'ailleurs, la science-fiction ou le fantastique, où l'heroic fantasy est souvent synonyme de critique de société. Et puis aussi, on montrait dans les films aussi, entre guillemets, la richesse et la pauvreté. Parce que maintenant, allez voir un film, vous avez plus d'SDF,
vous avez plus personne qui traîne dans les rues. Tout le monde est riche, tout le monde est beau, tout le monde est grand, tout le monde est fort, tout le monde est intelligent. Elle n'a pas forcément tort, c'est aseptisé. On nous montre plus, entre guillemets, le côté... On va prendre un Demolition Man, ce qu'on te montre le futur décadent, avec la lutte des classes, puis tu prends Alita, où ils sont censés vivre dans une décharge, mais la décharge, t'as l'impression que c'est le Club Med. C'est un peu ce qui m'a déplu dans le film, malgré que c'est un film que j'aime bien, hein. Je trouve que la misère sociale est totalement pas montrée, alors que justement le manga qui est daté des années 90 te montrait cette misère sociale. Zalem, c'est oui c'est Zalem, Zalem c'est en dessus ou c'est en dessous? Non, Zalem. Ouais, la décharge c'est la Zermie. Bah non, on regarde un film, tout est édulcoré quoi. Après tu peux prendre un Terminator qui montrait les nuisances de l'évolution de la technologie. Par exemple. Exactement. Un film en 2022, maintenant c'est tout édulcoré. Oui, tout édulcoré, tu vois ce que l'évolution avec une intelligence artificielle a totalement ravagé la Terre, quoi. C'est ça. En tout cas, moi je trouve que c'est une décennie qui a été prolifique en grands films, en chefs-d'œuvre, en grands acteurs, l'émergence des grands acteurs, des grands réals aussi, hein, ce qu'on a eu des James Cameron, des Ridley Scott. Oui, puis une évolution aussi de l'évolution des techniques de cinéma hein, qui a fait qu'on a des films maintenant. Qui avait quand même commencé à embrayer le pas dans les années 70, hein, parce que, comme on disait, hein, par exemple, à Sam Raimi ou un John Carpenter, fin 70, milieu 70, ou un Toby Hooper étaient quand même des mecs qui réfléchissaient beaucoup leur image et puis qui avaient inventé des trucs pas possibles jusqu'à aller se foutre dans la flotte sur des radeaux. Avec des étaux en bois pour bloquer les caméras, faire des poursuites, avec des câbles, des cordes, tout ce que tu veux, balancer la caméra pour qu'il y ait un effet de mouvement. Les mecs, c'était des génies de l'image un petit peu, c'était très réfléchi. Il y avait une volonté d'iconiser le cinéma. Oui, puis on peut dire aussi que ces films-là ont aussi un style particulier parce que quand on voit des films, par exemple, plutôt vers 2000-2010, il y a beaucoup de clins d'œil. Des petits clins d'œil. Il y a beaucoup de remakes, il y a beaucoup de suites. Oui, il y a beaucoup aussi de petits clins d'œil Comme quoi que ça a été une décennie des années 80 et 90 aussi. Il y a toujours les petites touches, les petites punchlines qu'on a pu entendre. Ça a été une décennie marquante. Qu'on a pu entendre dans les films des années 80-90, des petits trucs comme ça qui rappellent. Ah oui, ça, quand je me regarde des films de l'époque. Ça vient de ce moment-là. Par exemple, je sais pas si vous l'aviez vu, Ready Player One. Ouais. Le film est très mauvais pour moi. Je ne trouve pas bon non plus, mais bon. Moi, le seul truc qui m'a amusé, c'est retrouver les références visuelles par-ci par-là. Mais il n'y aurait pas eu ça. Limite, je passais à côté. Je sais pas. Par contre, voilà, dans les années 80, le film, il racontait ce qu'il avait raconté, il s'arrêtait là. Maintenant, on fait des films qui durent des plombes, on te rajoute des plans qui servent à rien, des scènes qui ne servent à rien. C'est vrai. On va dire qu'on impose tellement peu aussi. Qu'on te raconte le film et point barre, quoi. Oui. Enfin, moi je le vois comme ça, mais... Non, je suis assez d'accord, il y a beaucoup de films qui sont vides de fond. C'est peut-être parce que on est justement d'une génération comme ça où le film, s'il durait qu'1h20 ou 1h30, c'était bon, quoi. Maintenant, il faut au minimum 2 heures, quoi. Ouais, par exemple, moi, je me rappelle d'un Passager 57 avec Wesley Snipes. Le film dure 1h15. Il est simple, efficace. Il y a un début, une fin. C'est concis. Ça va à l'essentiel, mais t'en prends plein la gueule. Voilà. Mais bon, ça reste un film d'action. C'est pas non plus Shakespeare. On est d'accord. Bon, moi, c'est un cinéma que j'aimais bien enfant, hein, forcément, hein, je pense comme vous. Hein. Ah oui. Même encore aujourd'hui, hein, nous, on kiffe se regarder un bon Die Hard. Voilà. Mais c'est pareil, enfin, Passager 57, Die Hard, pour moi, il y a un fossé quand même. Hein. Il y a un fossé d'écriture, il y a un fossé d'acting, il y a un fossé de réflexion, il y a un fossé d'écriture, les punchlines, il y a un fossé de réalisation. Donc, bon, quelque chose à rajouter sur cette belle décennie du cinéma, messieurs encore une fois, moi j'ai l'impression d'un élan de créativité et de créativité et de naissance d'une pop culture hallucinante parce que
Je pense qu'on parlait pas de pop culture avant ces années. Voilà, c'est ça. C'est que tout est né, tout vient de là. Et c'est valable pour le cinéma, c'est valable pour la télévision, les séries télé, quelles qu'elles soient. Si on parle de ces années 80, 90 comme référence de cette nostalgie et de la pop culture en général. Bien sûr. Il y a une raison. Et ces icônes créées au cinéma, en fait, je retrouve pas ça aujourd'hui, ou du moins j'ai du mal à me projeter dans 20 ans, à me dire tiens, le cinéma a créé. Bon, alors à l'époque, ils s'en rendaient peut-être pas forcément compte, bien qu'il y en ait qui effleuraient un peu le truc au niveau des Star Wars. Je pense qu'ils étaient précurseurs sans le vouloir, quoi, souvent. Mais il y en a beaucoup qui disent, par exemple, j'ai fait ça, mais je pensais pas que ça marcherait, quoi. Je pense que quand on revoit beaucoup d'interviews de réalisateurs ou d'acteurs de l'époque et qu'on leur dit quelques années après ou encore aujourd'hui le phénomène que sont devenus leurs personnages, leurs films, non, ils s'y attendaient pas. Ils faisaient pas ça pour ça. C'est vrai. Donc l'objectif n'était pas était peut-être le même certes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire gagner des thunes, forcément. Hein. C'est le fond de toute production. Mais okay. L'objectif était là, mais pas au même niveau, je pense. Il y avait quand même, avant tout, un besoin créatif. Puis un respect aussi, un minimum de respect respect du cinéma, puis un respect du public, quoi. Je suis désolée, à un moment donné, il faut aussi. Peut-être pas un respect du public, parce que je pense qu'un film reste très égoïste. Tu racontes ce que tu as envie de raconter. Mais à l'époque, je suis désolée, le cinéma était pour le public. Maintenant, c'est plus le cas. Est-ce que tu prends en compte que ça va être regardé quand tu es vraiment un artiste? Est-ce que quand un peintre peint, il se dit je le fais pour les autres? Je sais pas. Je pense pas que tu peux être un bon artiste si tu as ce regard extérieur, tu vois. On prenait moins par la main à l'époque. Le film, il fallait que tu comprennes par toi-même, il fallait que tu réfléchisses. Il y avait il y a eu beaucoup de réels qui avaient un budget carte blanche, tu te démerdes. Alors oui, je suis d'accord sur ce que tu dis quand tu dis oui, je fais mon film, mais je veux montrer ce que je veux. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils se sentent obligés de faire ou de montrer ce que les gens veulent. Ah oui, bien sûr. Puisque à partir du moment où aujourd'hui, on l'a vu à de multiples reprises, hein, que ce soit avec une Justice League, un Sonic ou autre, si le public n'est pas d'accord, n'en veut pas, c'est l'exemple que j'avais en tête. Que le public soit satisfait. Voilà. Donc la créativité est dans une autre démarche. On est dans un cinéma qui regarde plus le nombre de vues qui a sorti du cinéma que réellement les avis. On est dans un cinéma qui est fait pour se vendre, qui est créé pour faire de l'entrée. Et qui est créé pour partager, qui est pas créé pour. À quelques exceptions près, attention, faut pas le généraliser. Non, je sais bien. Mais je pense que le gros de la masse de films qui sortent au cinéma, c'est ça. Bah, on sent qu'il y avait une certaine émulation au sein de l'industrie du cinéma avec les différentes productions de l'époque, que ce soit la Warner, etc. Se tirer la bourre sans chercher la concurrence et à gagner, mais il n'y avait pas cette quête du monopole. Tout le monde est comme on se voit aujourd'hui les plus gros qui rachètent tous les petits et on se retrouve avec très peu de. On va prendre ce que Warner fait en termes de super-héros. Et puis, ce que le MCU fait aujourd'hui, tu prends à l'époque Batman, Spider-Man, tu te retrouves avec d'un côté Tim Burton qui a son style, Sam Raimi qui a son style, tu te retrouves avec deux films vraiment très différents et qui ne veulent pas raconter la même chose et qui ne sont pas sur la même ligne éditoriale. Donc là, ils ne sont pas des mêmes années. Alors, aujourd'hui, on va te faire un Aquaman avec l'obligation qui ressemble à un film du MCU. Parce qu'il faut des blagues, faut des machins, faut des ceci. On n'était pas dans cette démarche-là. Je pense que Sam Raimi a fait le film qu'il avait envie de faire et Tim Burton aussi. Bah parce que voilà, ça y est, aujourd'hui on est dans cette démarche où il faut qu'on montre ce que les gens veulent voir. Ça marche. C'est ce que les gens veulent voir encore. Bah on en remet. Donc voilà, donc on arrive moins à cette concurrence enrichissante et émulsionnante, quoi. On arrive aussi à des cinémas aussi qui censurent le propre cinéma. Quand on a des cinémas qui limite mettre un film d'animation manga qui le mettent juste un soir à 21h30, tout ça parce qu'ils savent que entre guillemets ça va pas plaire à tout le public et puis chez notre cinéma c'est beaucoup ça. Bah même pas qu'il n'y a pas que notre cinéma, il y a le cinéma en général. Cinéma de notre petite ville. Les cinémas en fait sont sur leur
censure le propre cinéma, en fait, en mettant d'affiche tout de suite les gros films et mettant les petits films indépendants. Il n'y a pas une ouverture d'esprit. En salle 4 avec simplement 2 séances super tard. Enfin, je trouve que maintenant, à l'époque, les cinémas, ça se faisait, enfin, c'était pas comme ça, quoi. On avait plein de films, plein de séances, plein de propositions. Enfin, c'était. C'est sûr que maintenant, niveau proposition, c'est plus que limité. C'est censuré. Pour moi, on peut parler de censure à notre époque de cinéma, censure le cinéma, quoi. Justement, moi, je vais rebondir sur ce que tu dis, Clem. Alors, je sais plus s'il est sorti là ou la semaine dernière. Il y a Freaks Out de Menetti qui vient de sortir. Il n'est pas à l'affiche de notre cinéma à Évreux, qui fait 10 salles. Sur 10 salles, ils sont incapables de foutre. C'est un multiplex pourtant. Et par contre, on te laisse un film super-héros malgré lui qui a déjà pratiquement 2 mois d'exploitation. À un moment, je sais pas, tu peux peut-être faire un peu de balai dans la prog et puis caler une séance. Bien sûr, bien sûr. On a vu tellement de petits cinémas de genre et d'auteurs disparaître au profit de gros multiplex et que les multiplex foutent sa ligne et stérilisent complètement le. Nous, notre cinéma, il est franchisé alors qu'avant, on avait un indépendant. On avait un petit palace. Il faisait vraiment des propositions rafraîchissantes, des petits films qui sortaient de l'ordinaire. Après, je voulais rebondir sur ce que tu as dit avec, tu sais, les séries de films. C'est pareil. Regarde, on a fait un parallèle avec Spider-Man, Batman, Sam Raimi, Tim Burton, mais on peut aussi le faire avec les films d'une même série. Par exemple, tu vas prendre, bon, je vais pas prendre Indiana Jones, ils sont un peu tous sur le même moule, mais par exemple, prenons l'exemple de Alien. À prendre le premier Alien avec Ridley Scott. On est dans un film d'anticipation, horreur, ambiance, huis clos, qui se base beaucoup sur l'ambiance et ce que tu ne vois pas. Tu vas passer à Alien 2 avec Cameron à la caméra, tu arrives plus sur un film d'action qui garde toujours cette espèce d'ambiance un peu noire, un petit peu claustro, mais qui quand même défouraille beaucoup plus, quoi. Donc il y a quand même, tu vois, il y avait quand même une volonté artistique qui était bien plus présente, même sur une même saga. Ils auraient pu dire Alien c'est comme ça, on fait tous les films comme ça. Et après, plus t'avances, et plus on te montre le Alien, et du coup, t'as moins l'ambiance. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Exact, je suis d'accord. Dans celui de Jeunet, c'est vrai qu'il est très présent, très visible. Hein. On le voit nager. Celui de Jeunet, il est sympa, esthétiquement, il a des trucs, mais c'est pas le meilleur. Par contre, quand les prédateurs, je suis désolée, tu passes un prédateur avec Arnold Schwarzenegger ou le truc. Tu le vois qu'à la fin. Tu le vois qu'à la fin, tu qui prend les tripes, alors tu finis avec un prédateur qui fait de l'humour avec un pot dans une camionnette. Enfin, voilà, je suis désolée. Le tout dernier qu'ils avaient fait. Le dernier qui est sorti, je suis désolée, à un moment donné, limite, prédateur, c'est LOL, il fait des coups l'œil, il fait des petites surprises, il fait des bouh, comme ça. Enfin, voilà, quoi. Ça reste, c'est un prédateur, quoi. Du fait qu'on a enchaîné sur les cinémas et tout ça, bah oui, les vidéoclubs, quoi, c'était toute une époque aussi. Hein. C'est ça. Ça, on peut parler aussi, oui, de l'évolution et de la disparition des vidéoclubs, c'est sûr. J'en garde vraiment un bon souvenir, parce que qu'est-ce que j'ai pu découvrir, même des films un petit peu prohibés. Moi, je me rappelle avoir. Si je me souviens, en fait, c'est la mère d'un de mes amis qui tenait le vidéoclub à l'époque. Et puis, en fait, j'ai connu son fils tout petit. Et il est un petit peu plus jeune que moi. Et en fait, je m'entendais très bien avec sa mère. On est devenus potes des années plus tard. Tu vois, comme quoi, la petite histoire, quoi. Et je me rappelle que des moments, tu vois, moi, comme j'étais très vorace de films, je venais en chercher 5-6 le week-end, tu vois. Puis elle me conseillait, quoi. Ah tiens, regarde Evil Dead, regarde The Darkman. Parce qu'elle est très cinéphile. Elle a passé cette passion-là aussi à son fils. Hein. Bon, lui, il est un peu plus bon public que moi, quand même. Hein. Moi, j'ai un esprit très critique. Lui, un peu moins. N'empêche que bon, il est quand même cinéphile, ça n'empêche rien. Et du coup, il a peut-être même une plus large culture que moi, vu que moi, je me bride à certains trucs des fois. Mais c'était sympa, les cinémas, les bornes, ouais, aller chercher les films aux bornes. T'allais chercher ta pizza, puis t'as ton DVD. C'était cool. C'est toute une époque, ça. Moi, j'en ai bouffé. Hein. Moi, je me rappelle avoir été loué
des séries de cassettes VHS de Batman, la série animée 92, du Bioman, il y avait ça en VHS, des trucs comme ça, c'était super, quoi. Alors maintenant, t'as tout à la maison, Oui. en VOD, en Netflix, en Prime, en Disney+. De toute façon, dans une généralité très cloisonnée, on est quand même dans une déshumanisation de notre époque est déshumanisée. Hein. Enfin, est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour? Sur la 4 heures? Ah oui. Je pense pas, il y aura encore beaucoup à dire. On pourrait en dire beaucoup, mais après, c'est difficile. Faudrait revenir sur certains points, etc. C'est difficile de remettre ça brûle pour point, les idées en place. Même si on a une émulsion collective, on va pas refaire le monde non plus. Hein. Et puis surtout, on fait vachement de parallèles entre ces années-là et maintenant. Donc, oui, c'est vrai. On a parlé des années 90. Je pense que plus on va aller dans les décennies, moins on aura de choses à dire parce que on aura. Parce que l'évolution se fait, qu'on arrive aujourd'hui, qu'on voit ça comme une finalité, et puis peut-être qu'on peut envisager et imaginer un certain avenir. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, je pense qu'on est autant dans le passé, avec un certain recul, que dans l'avenir, on voit comment ça se tend, en fait. On a autant notre regard qui va derrière, disant ça, il y avait ça, puis on avance, il se passe ça. En fait, on est à mi-chemin entre deux époques, en fait. Sachant qu'il n'y a pas que du négatif, hein. Je veux dire, depuis tout à l'heure, pas du tout, parce que moi, quand je regarde mes films sur 2010-2022, pour moi, c'est des chefs-d'œuvre. Ouais. Alors, on n'aura pas. Tout le monde ne peut pas en dire autant. C'est pas que tout le monde, apparemment. On n'aura pas les noms. Voilà, c'est ça. C'est que, il y a des petites pépites. Il faut rester sur l'idée que le cinéma, c'est un divertissement avant tout, qu'il y en a. Voilà, divertissons. Tu vois, moi, je pense qu'un film, ça peut être très personnel. Moi, je pense qu'un film, ça reste de l'art. Quand c'est écrit par des artistes avec des gens qui veulent raconter des choses, c'est soit ça te touche. Enfin, attention, hein, je parle vraiment du cinéma en termes viscéral, hein, sensitif et tout ça. Par exemple, c'est soit ça va te parler, soit tu vas être réfractaire. Tu peux avoir un film qui a un fond, qui a une forme, qui a une esthétique, et ça va pas te plaire du tout, alors que le mec d'à côté va être subjugué, quoi. C'est ça. Ça peut être à double tranchant. Donc je pense qu'après, il n'y a pas de moi je le dis, ça c'est de la merde, mais c'est pour vous taquiner, vous savez bien que je suis chiant. J'ai un côté emmerdeur, mais je vous dénigre pas du tout. Hein. Chacun ses goûts. Hein. C'est pas ça reste comme. ça. Mais par contre, bon, c'est pas mon truc, et ça je vous le dis clairement, moi j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Je dis bien j'aime pas. C'est pas que c'est nul, c'est que c'est pas pour moi, c'est tout. Il y a des trucs qu'on peut dire quand même, hein, que c'est de la merde. Hein. Ouais. Il y a des trucs qu'on peut. Bon, il y a le bon, il y a le mauvais goût, ça on en est bien conscient. Il y a du cinéma de divertissement. Il faut aussi prendre le cinéma pour ce qu'il est. Un blockbuster, un triple A, tu vas le voir pour t'en prendre par la gueule des effets spéciaux. Tu vas pas voir The Revenant comme tu vas voir Fast and Furious ou Transformers. Voilà, c'était pas tu sais ce que tu vas voir aussi au bout d'un moment. C'est un spectateur intelligent, tu réfléchis. Je pense que normalement, un spectateur intelligent, il sait ce qu'il va regarder. Donc, il n'a pas de surprise. Moi, d'ailleurs, je suis un amateur de nanar, hein, et de plaisir coupable des films bien merdiques. Hein. Oui, sauf que maintenant, le cinéma, c'est uniquement un cinéma d'influence, entre guillemets. On n'est plus sur un cinéma d'envie, on est sur un cinéma d'influence. Parce que maintenant, il y a YouTube et les influenceurs, on en reparlera tout à l'heure, parce que on en reparlera, c'est toute la société. Donc, on avait nos petites sélections. Alors, Qu'est-ce qu'on a mis dans la boîte à malice de la sélection des films? Qui commence? C'est Clémence qui commence. Qui commence? Allez. On fait quoi? On fait les 80, chacun notre tour, et après on fait 90? On fait 80, chacun notre tour, et 90, chacun notre tour. Ok, alors, années 80, mon premier film, c'est Shining. Donc, de Stanley Kubrick, de 1980. C'est Jack Nicholson. Hein. Voilà. Le fabuleux Jack Torrance. Après, je suis partie sur E.T. 1982 de Steven Spielberg. Retour vers le futur 1985 de Robert Zemeckis. Les aventures de l'Arche perdue 1981 Spielberg.
Et Police Academy 1984. Ah, Ah putain, il est. Ouais, il est bien. c'est éclectique. Si. Voilà. Si. Un beau classement, Clémence. Moi, j'aime bien. C'est diversifié. Moi, j'aime bien. Voilà. Bon, bah, allez, Boris. Hein. Honneur aux dames. Eh bien, écoute, pour en citer d'autres, je partirai sur du SOS Fantôme de 1984, bien sûr, hein, l'original. La Mouche de Cronenberg en 86, avec Jeff Goldblum. Ouais, j'adore. Robocop en 87. Voilà, Mais oui. j'aime bien. Je ne peux pas te contredire, moi. En 88, moi, j'ai un petit Rain Man qui traîne. Ah oui, très beau film. Rain Man avec Tom Cruise et Dustin Hoffman. Eh oui, mon chéri Tom Cruise, moi je l'adore. Voilà. Comme acteur. Je précise. Et puis un petit Beetlejuice de 88 de Burton avec Michael Keaton. Eh oui, efficace. Voilà. Très très beau classement. Hein. Vous me faites rêver là. C'est bien. Ah bah allez Fabrice. Hein. Dénote pas, hein, sinon ça va fesser. Ouais, bah, alors moi, vous connaissez mon amour hein, pour Evil Dead, donc je pouvais pas faire l'impasse. Hein. 81, Sam Raimi. Terminator en 84, hein, James Cameron. Oui. Les Gremlins de Joe Dante. J'ai hésité aussi, oui. Rambo, Ted Kotcheff. Ah bah j'ai hésité aussi, tu vois. Et du coup, bah là, dernière minute, au moment où on parlait en off, j'ai retiré Star Wars Vampire Contre-Attaque pour mettre Ciao Pantin de Claude Berry. Sur le coup, j'y ai pas pensé quand j'ai fait mon top et je fais parler de français Clem et j'ai fait voilà, faut que Jean Calin et c'est le seul qui est passé dans ma tête parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre quoi. Ah bah ouais. Voilà, et puis entre autres, il y avait aussi Retour à le futur. J'ai vu que Boris avait aussi mis je l'avais. dans sa roue de secours, donc je pense que il fera l'unanimité un peu partout. Retour vers le futur, j'adore. Je les ai matés mais des vingtaines de fois, mais pour moi c'est quand même pas à la hauteur de certains autres films. Mais je pense qu'on en a un regard nostalgique. C'est ça. Voilà, plus qu'autre chose. Comme je te dis, comme par exemple SOS Fantôme, tu vois. Là, c'est du ressenti, tout ça. C'est plus la nostalgie qui parle que. C'est des films efficaces, hein. Mais bon, moi, je sais pas, peut-être. J'ai peut-être une vision trop intellectuelle du cinéma en vieillissant. Parce que pour l'époque, c'était un film avec des techniques de cinéma qui sont incroyables. Tu vas voir comment c'est intellectuel le classement. Toi, je pense que tu as du Blade Runner déjà. Alors moi, forcément, en premier, j'ai mis Blade Runner, 82, Ridley Scott, Harrison Ford, Rutger Hauer, et puis Daryl Hannah. Donc Conan le Barbare, 82. Mon deuxième, parce que forcément, moi, je suis un énorme fan de Conan. Il suffit de voir ma bibliothèque pour savoir que les étagères sont pleines à craquer de Conan. Donc, Conan, le Barbare, 82, John Milius, Schwarzenegger, avec Mako, par exemple, qui fait le vieux japonais. Hein. Donc, en 3, comme on est toujours dans l'intellectuel avec Conan et puis Mad Max Road Warrior avec Mel Gibson en 81. Alors là, c'est George Miller, forcément. Bon, alors là, je vais rejoindre Boris avec Robocop en 87 de Verhoeven, avec Peter Weller, dans le rôle de Alex Murphy. Toute une génération, ça aussi, un super film. Cette violence qui dégageait quand même. Ouais. Cette violence, et puis c'est ce charisme du Robocop, ce Détroit dégueulasse. Ouais. Enfin bref, il y aurait tellement à dire sur ce film, on va pas s'étaler, on a pour diplôme. Et puis alors en 5e, Predator, qui est un de mes films de chevet. Je dis Alien. De John McTiernan, avec Schwarzenegger, Carl Earl Jones, Carl Weiser, pardon, et puis peut-être d'autres têtes d'affiche que j'oublie, mais je crois pas. Voilà, c'est Apollo Creed qui la scène du bras de fer, là, le truc bien viril, la poignée de main là, dans de l'enfer, un beau film, un film intelligent. À l'instar de Alien, qui est du même acabit, on est entre l'horreur et puis le film d'action. Bon, Alien est beaucoup plus et moins actionnaire, forcément. On reste dans peut-être la même approche, mais avec plus de couilles.
Voilà, avec Matt Tiernan. Matt Tiernan, c'est un mec qui aime bien les explosions, quoi. Voilà. Donc, on va passer au 90. Allez, Clémence. Alors, en 90, Piège de cristal. De John McTiernan De aussi. John McTiernan aussi. Le revoilà. Le revoilà. Excuse-moi, Piège de cristal, c'est pas 89? Oui, c'est 80. Bah, on va dire que mes années 90, elles sont un petit peu années. 80, 89, Oui. 90, j'avais dit que c'était bon à 2 ans. D'accord, t'es flexible. Voilà, j'ai des films qui sont début 90. D'accord. Voilà. Par exemple, moi, 90, vous verrez, j'en ai mis un, il est 90. J'ai 2,90 et le début, c'est 90. Après, forcément, pour aller en mettre un de 85, là, non. Non, j'ai pas des 85. Hein, Bon, après, à l'époque, quand même, les films pouvaient mettre 1 an, voire plus à sortir à cause des doublages et tout ça. Oui. La S'exporter, oui, effectivement. Oui. Donc, c'était Piège de cristal, de John McTiernan avec Bruce Willis. C'est ça. Après, j'ai Qui veut la peau de Roger Rabbit. Oui. 1988 aussi, donc Robert Zemeckis. Allez, vas-y, ton troisième. Alors, moi, j'ai mis Beetlejuice, mais par contre, je l'ai mis en 90. Voilà, parce que. Il est de 89. Il est 89. De Tim Burton. Voilà. Ça passe, 90, allez. Voilà, après, j'ai mis Édouard aux mains d'argent, 1990. Beetlejuice avec Michael Keaton, puis quand même. Winona Ryder. Winona Ryder, hein. Voilà, et après, j'ai mis donc Édouard aux mains d'argent, 1990 de Tim Burton. Avec Winona Ryder et Johnny Depp. Voilà, et après, j'ai mis Un flic à la maternelle. Avec Arnold Schwarzenegger. 1990 de Ivan Reitman. De Ivan Reitman, oui. Ah, vraiment, voilà. 90, hein, ton top. Hein. Les bonnes. Bah oui, bah vous m'avez dit 90, j'ai mis 90. Hein. Les bonnes. Flic à la maternelle, pur 90. Hein, les bonnes comédies d'époque. Les bonnes comédies d'époque du père Reitman. Bah moi, Flic à la maternelle. Moi, ça me manque, moi, ça. Flic à la maternelle, c'est le premier film d'Arnold Schwarzenegger que j'ai vu. Allez, à Boris, allez, vas-y. 90. Bon, bah, 90 tout rond, les Tortues Ninja. Eh oui. Voilà, hein. Ça c'est souvenir aussi d'enfance et de cinéma. 93, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Oui. Voilà, avec Tim Burton au scénar. 1994, The Mask, avec Jim Carrey et Cameron Diaz. Voilà, on parlait de l'évolution des techniques visuelles, etc. The Mask, de faire un bond dans le match de synthèse, quoi. Hein. Dans le cartoon réel, quoi. Dans ce mélange cartoon, dans le cartoon 3D, on va dire. Puisque Roger Rabbit, elle a mis Roger Rabbit, là, on a fait un bon, quoi. Voilà, c'est ça. Un autre bon visuel technologique avec Titanic en 1997 de Cameron. Cameron, lui. Alors Cameron, bon, on le sait, hein, de toute façon, que ce soit avec les Terminator ou autre, il a toujours cherché la performance, la technique, voilà, c'est ça. Se perfectionner dans l'imagerie, oui, et puis les techniques de réalisation. On arrive avec un film de 3 heures qui, pour moi, je trouve, a été un tournant aussi dans l'ensemble du cinéma où, en fin de compte, on n'avait plus peur de proposer et de programmer des films très longs. Voilà. Donc, je me rappelle que c'était très long, je me suis fait chier. Voilà pourquoi. Je sais que le bateau coule, après c'était cool. Bah certes, on connaît la fin avant le début, mais bon, avant d'avoir eu le début. Je trouve qu'en fait le film propose rien avant à part un bel habillage. Je me suis ennuyé. Ça m'a pas. L'habillage était impressionnant quand même pour oui, ça, les décors, la reconstitution d'époque, ça y a pas de souci. Puis après, quand tu sais aussi le revers du film avec les maquettes, tout ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Et puis, je vais terminer 99 avec Matrix de Wachowski, Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et puis les autres, puisque de toute façon ils sont plusieurs. Plus de 5 des fois. Comment? T'as pas mis plus de 5 là? Ah non. Non, j'ai Tortue Ninja, Monsieur Jack, The Mask, Titanic, Matrix. Ah oui, non, c'est bon. Tu veux que je t'en rajoute? Je t'en rajoute, allez. Non, c'est bon. Laisse la bouffer pour Fabrice, il a maigri, je le vois. C'est dommage, je les ai mis. Je n'ai pas pensé celui-là. Ouais. Non, il y a deux petites pépites rapidos comme ça que je l'ai. Avec American History X et Fight Club. Bien sûr. Deux pépites pour moi. Fight Club, j'aime pas, mais j'ai jamais aimé, j'ai jamais accroché, je sais pas pourquoi. Mais American History X, c'est une pure American History X, c'est un chef-d'œuvre. C'est clair.
J'ai hésité à le mettre aussi. Bah vas-y mon Fabrice. Écoute, moi j'attendais le petit top. J'essaie de les faire dans l'ordre chronologique comme l'ami Bobo. 91, Terminator 2, James Cameron. Hein. Ben oui. Une référence, une claque aussi quand je l'ai vu en VHS à l'époque. Déjà à l'époque, les effets visuels étaient monstrueux. Ah oui. Ensuite 92, Batman le défi, Tim Burton. Oui. 94, Pulp Fiction, Tarantino. Oui. 95, Seven de David Fincher. Et du coup, j'en ai marqué 6. Je vais t'en dire quand même le cinquième. Enfin, je t'en ai que 5. Le sixième, je vais faire la croix dessus, malheureusement. Fais les 6, allez. Je fais les 6. Mais tu vois, j'aurais viré Il faut sauver le soldat Ryan de 98 pour garder disjoncté avec D'accord. Avec Jim Carrey de Ben Stiller à la Real. C'est pas orthodoxe ça, disjoncté, tiens. Ok. Non, sympa. Je vais peut-être être plus classique, moi. Du fait. Alors, vous les avez mis par ordre chronologique, moi je les ai mis par ordre de préférence. C'est ce que j'ai fait en fait. Dans mes classements, ils sont tous mis par ordre de préférence. Moi, c'est par ordre de mémoire. J'ai pas cherché la chronologie, j'ai cherché ce qui me plaisait le plus d'abord et puis en décroissant quoi. Donc, tu fais en décroissant, d'accord. Voilà. Donc, les années 90, on va commencer déjà avec une bévue, puisque 89, Batman, de Tim Burton, avec Michael Keaton, Jack Nicholson, hein. Vous connaissez mon amour pour le film. Hein. Après, on va taper tout de suite, vous allez pas être étonné, 95, The Crow, de Alex Proyas avec Brandon Lee. En 3, Indiana Jones 3 et La Dernière Croisade de 89. Moi, j'aime bien. Moi, le duo Sean Connery, Indy, c'est ce qui fait tout le film pour moi. Je peux pas le premier. Après. Je sais pas, j'ai une accroche. Attention, je dis pas que le film est pas clair. Enfin, je préfère le temple maudit, mais bon. Il est efficace. Il est efficace, mais je trouve que le duo fait tout. Si t'enlèves ça, le film est médiocre. Ou alors il est banal. Ensuite, en 4e, puisque je l'ai rebouffé, ratabouffé gamin, 90, Les Tortues Ninja de Steve Barron. Hein. Je vous ressortirai pas les acteurs parce que je les ai pas en tête. Et puis. À égalité, j'en ai mis 2 parce que j'arrive pas à les départager. Donc j'ai mis Ghost in the Shell en 95 de Mamoru Oshii. Je voulais le mettre. Très beau, ouais. Et j'ai même hésité à mettre Akira dans les années 80. Tu vois, la même. Ça m'a marqué. Hein. Ouais. Et puis, ex aequo, à ex aequo, j'ai mis, forcément, j'étais obligé d'en mettre un. On n'était pas assez loin, sinon j'aurais forcément mis un film avec Sean Connery. J'ai mis GoldenEye. Le fameux James Bond, le renouveau de 95 avec Pierce Brosnan. Voilà. Qui est le seul bon James Bond de Pierce Brosnan. Et encore, c'est pas le meilleur. Mais j'ai dit dans celui-là. Je pouvais pas, après c'est Sean Connery, mais c'est ce que je préfère. Donc, bon, forcément, après, on va dire que j'aurais pu mettre peut-être Casino Royale ou comment il s'appelle ? Skyfall, mais je peux pas avec les autres films que j'ai mis. C'est impossible. Dans les années 2000, c'est mort ? Je peux pas. D'accord. Je peux pas. Autant que je suis un gros fanat de James Bond, vous le savez, que là, je peux pas. Bon, voilà, mon petit top à moi, quoi. Bon, c'est pas mal, hein. Écoutez, on a fait des beaux tops, hein. Je pense que si on mélange tout, ça fait une belle soirée ciné. Ça fait une bonne DVD tech, c'est. Au-delà de revivre un petit peu nos années 80-90 perdues, je voulais aussi faire ces tops, justement pour les gens qui vont nous regarder, si on peut donner envie, avec de beaux films d'époque, pour les gens de découvrir et de redécouvrir, hein, de partager, ce qui est le but de notre groupe de cinéma. De donner envie. Hein.
Non. Bah écoutez, que vous dire les amis, vous avez les podcasts à la fin, dans le générique, avec les différents réseaux sociaux où nous retrouvez. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager, à mettre un pouce, ça encourage toujours. Vous avez aussi tout ce que je viens de vous citer, le podcast, les réseaux où nous retrouvez en description sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Merci Fabrice, merci Boris, merci Clémence. De rien. Merci moi, je ne vais pas m'oublier. Merci. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, tout dépend de quand vous regarderez la vidéo. Et à la prochaine. Merci. Ciao. Au revoir. Ciao.